Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme tous les jours, on va faire le tour de l'actu ensemble. Et on va commencer directement avec un gros poisson. Nouveau rebondissement dans l'affaire Betaram, mesdames et messieurs. Et avant que je commence à vous expliquer de quoi il s'agit, vous pouvez liker, bien sûr. Faut savoir que ça, c'est grandement appréciable et c'est apprécié. En tout cas, comme je vous le disais, nouveau rebondissement dans l'affaire Betaram. Nouvelle victime, nouveau témoin. Et alors qu'on pensait tous que notre Premier ministre François Bayrou de Secours n'allait jamais se sortir de ce pétrin, v'là-t-il pas que ce nouveau témoignage l'arrange bien. Je vous le donne en mille, messieurs, dames. La nouvelle victime, le nouveau témoin, c'est la fille de François Bayrou. Tiens, 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 comme par hasard. Après, je dis ça, je dis rien. Dans le livre, la fille de François Bayrou détaille les coups reçus lors de son passage à Betaram. L'abbé Lartiguet m'avait à l'œil. Toi, la fille Bayrou, insolente comme ton père. Et un jour, il m'a saisi par les cheveux, traîné au sol et roué de coups de poing, de pied. On était tous logés à la même enseigne à Betaram, que ce soit la fille de François Bayrou ou que ce soit n'importe qui, sachant que la fille de François Bayrou était quand même demi-pensionnaire ou externe. En tout cas, elle n'était pas interne. Donc imaginez un peu la liberté qu'avaient ses encadrants. Se dire, de toute façon, on risque rien. Interrogée sur les liens avec son père, elle assure qu'elle ne l'a jamais mise au courant. Il ne sait pas que je suis victime et il ne sait pas que je vais témoigner comme victime. Je suis restée 30 ans dans le silence. Mon père, j'ai peut-être voulu le protéger. François Bayrou est visé pour une plainte pour non-dénonciation. Interrogé à l'Assemblée, il avait assuré n'avoir été au courant d'aucun fait de violence lorsqu'il était ministre de l'Éducation. On peut penser qu'il a eu toutes les infos, mais je le mets au même niveau que tous les parents. Laissons-le répondre lui-même et se défendre. L'enquête parlementaire dans laquelle il sera auditionné doit débuter le 14 mai prochain. À l'instant, la réaction de l'entourage de François Bayrou auprès de BFM TV, réaction aux révélations de l'une des filles du Premier ministre au sujet des violences subies à l'époque où elle était scolarisée à Betaram. On va y revenir en détail dans quelques instants, mais donc d'abord la réaction de l'entourage de François Bayrou. Il a été, nous dit-on, stupéfait et bouleversé. On savait que sa fille avait participé à ce livre, référence à un livre qui vient de sortir et dans lequel témoigne Hélène Perland, mais jamais elle ne lui a dit qu'elle avait été victime de violences. Il a appris tout cela hier. François Bayrou qui sera auditionné à l'Assemblée le 14 mai prochain. Et à ce sujet, réaction là aussi de l'entourage du chef du gouvernement. Le 14 mai, on l'attend et on le souhaite. Le plus important, c'est que cette commission d'enquête s'ouvre pour les victimes et que la honte change de camp, de côté. Fin de citation. C'est la fin de la citation, ok, mais c'est quand la fin du foutage de gueule? Non, mais moi je ne veux remettre la parole d'aucune victime en cause. Mais quand même, là son témoignage t'arrange un peu trop. C'est un Deus ex machina le délire. Elle sort de nulle part, elle t'innocente à 100%. Ah bah là tu pouvais pas savoir, c'est ta fille. Qui laisserait sa fille dans ces conditions sans rien faire? Personne. Mais bon, je vais t'avouer que j'ai du mal à croire que des profs d'une école privée aient pu se dire on va maltraiter la fille de François Bayrou sans attendre aucune représaille, il ne va même pas s'en rendre compte alors qu'elle rentre chez elle tous les jours. Parce que jusqu'ici, les victimes de Betaram, c'était tous des internes, il me semble. Alors, c'est quand même chelou que la première externe concernée soit la fille de Bayrou. Bon, et maintenant les amis, on va passer à un autre sujet. Le Parlement européen a pris sa décision. Ils ont fait les comptes et apparemment le RN leur doit 3,5 millions. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce t'as fait, Marine? Elle est plus salée, la note. Elle est pimentée. Le Parlement européen réclame 3,5 millions d'euros de dommages et intérêts au Rassemblement national. Vincent Ventighem du service police-justice de BFM TV est avec nous. Vincent, bonjour. Bonjour. C'est vous qui révélez cette information. À quoi correspond cette somme? Eh bien, aux dommages et intérêts, vous l'avez dit, on ne parle pas ici des amendes, parce qu'il faudra aussi payer les amendes, mais là, on parle bien de 3,5 millions à verser au Parlement européen pour réparer, c'est le terme de la justice, la réparation du préjudice subi par le Parlement. Comment on le calcule? En fait, c'est assez simple. On va prendre tous les contrats des assistants parlementaires qui ont été pris la main dans le sac, on pourrait dire. Ils ont travaillé pour le parti au lieu de travailler pour l'activité au Parlement européen. Il faut donc rembourser tous les salaires touchés, toutes les indemnités, environ 3,2 millions d'euros. Et puis à cela, on ajoute le préjudice moral, puisque la réputation du Parlement européen a été entachée, 200 000 euros.
des frais d'avocat 80 000. Si on fait la note, 3 527 982 euros et 87 centimes pour être très précis. La note est salée, c'est un coup dur pour les finances du Rassemblement national. Oui, rappelez-vous la réaction de Marine Le Pen au lendemain de la décision. Elle avait dit on veut éliminer la candidate et si en plus on peut se payer le parti, tant mieux pour la justice. Dans les faits, en fait, le Rassemblement national a les moyens de payer ces 3,5 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que le parti touche environ 15 millions d'euros d'aide publique par an, notamment depuis l'arrivée massive des députés à l'Assemblée nationale, mais ça pourrait quand même perturber la course à la présidentielle. Pourquoi ? Vous vous souvenez, les difficultés du parti pour obtenir des prêts bancaires, le fait d'aller en Russie, puis en Hongrie. En perspective de 2027, le parti voulait autofinancer cette campagne. Avec 3,5 millions d'euros en moins dans les caisses, ça va être beaucoup plus compliqué. Merci. Mais attendez, si j'ai bien compris, le RN a détourné de l'argent des aides publiques et va rembourser cet argent détourné avec l'argent qu'il touche actuellement des aides publiques. C'est quel genre de tour de magie ça? Je le connais pas. Il est vraiment pas mal du tout. Donc à la fin, nous on a payé double. Réfléchissez-y, les aides publiques, ils viennent de qui? Ils viennent de quoi? C'est nous les aides publiques. Donc le RN nous a fait payer 2 fois. Eh ben, on pourra pas dire qu'ils se sont arrêtés en chemin. Jusqu'au bout, ils nous l'auront fait. Bon, et maintenant, on va passer à notre ministre de l'Algérie, Bruno Ratatouille. Son sujet préféré, pour ceux qui se demandent, c'est l'Algérie. Et aujourd'hui, essayez de deviner de quoi il est venu nous parler. Ah ben oui, l'Algérie. Vous connaissez ma ligne. J'ai toujours pensé que avec ce régime, je prends vraiment beaucoup de précautions pour distinguer le régime algérien du peuple algérien. Ça, je pense que c'est important. Et je pense que ce régime, en réalité, voit dans la France une sorte de bouc émissaire de ses propres échecs. Donc, on est une cause facile pour lui. J'ai toujours pensé qu'il fallait poser un rapport de force. Maintenant, je sais aussi que lorsque on veut sortir d'une situation, la diplomatie, elle est importante. Donc, chacun a joué son rôle. Mais si ça ne bouge pas, je pense qu'on ne pourra pas en rester là. Je pense qu'il faudra remettre en cause l'accord de 2013, vous savez, selon lequel c'est une exception d'ailleurs par rapport aux autres pays du Maghreb, selon lequel les diplomates peuvent se passer, puisqu'ils ont un passeport diplomatique, d'un visa. Eh bien moi je pense que là encore il faudra remettre en cause, suspendre cet accord. Et puis il y aura aussi d'autres voies, d'autres moyens. Il y a C'est la quoi dette d'autres hospitalière. voies? À quoi vous pensez? Je L'accueil hospitalier, comme vous disiez? Bien sûr, il y a une dette hospitalière. Voilà, c'est quand même trop facile qu'on a des apparatchiks algériens qui passent leur temps à cracher sur la France, mais qui viennent passer leurs vacances, qui passent leurs enfants dans nos bonnes écoles, qui viennent se faire soigner. Voilà. Donc pour vous, ça pourrait être la prochaine étape? Ça pourrait être la prochaine étape, notamment cet accord de 2013 qui touchera la nomenclatura et les diplomates algériens. Non mais c'est pas la 3e fois qu'il nous fait le coup de l'accord là? Bon, c'est pas le même accord qu'il veut remettre en question à chaque fois, mais il tourne en boucle. Bruno, arrête, y a plus personne qui t'écoute. Tu fais des menaces, personne ne te croit. Regarde autour de toi, y a personne, y a que moi. Mais parce que tu me fais de la peine. C'est par compassion que je suis encore là à essayer de comprendre ce que tu fais. Et les journalistes, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez de lui poser des questions sur l'Algérie. Vous entretenez sa psychose. Faudrait l'envoyer voir un psy et à la place, vous entrez dans son délire. Bon, et maintenant les amis, on va passer à Laurent Wauquiez. Il est revenu pour nous reparler d'assistanat. Et alors ça, vous le savez, hein. Quand Laurent Wauquiez nous parle d'assister, ce sont des moments sucrés, des moments pour les fins gourmets. Le culot niveau maximum. Mesdames et messieurs, je vous présente l'assisté qui dénonçait l'assistanat. Vous connaissez mes convictions, je les ai toujours défendues. Il y a trop d'assistanat en France. On doit garder le social pour ceux qui en ont vraiment besoin, mais on a trop d'assistanat. Et ça décourage y compris ceux qui travaillent. Très concrètement, vous avez 30 aides sociales. Je propose qu'elles soient toutes fusionnées dans une seule aide sociale, plafonnée à 70% du SMIC, ce qui peut faire entre 15 à 30 milliards d'économies. Très concrètement. Mais ça veut dire des gens qui vont perdre de l'argent. Disons, des gens dans la précarité aujourd'hui qui touchent certaines aides. Si on économise des dizaines de milliards, c'est des gens qui vont avoir moins d'argent, de fait. Vous savez, aujourd'hui, quand vous travaillez un salaire de 3 000 euros brut, vous touchez 2 000 euros net, 2 200. Quelqu'un qui est au RSA, avec 3 enfants en couple, va toucher 2 200 euros. C'est-à-dire autant, voire plus. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas tenir un pays comme ça. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on garde les aides pour ceux qui en ont vraiment besoin, mais on arrête de fermer les yeux sur les abus. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de gens qui profitent de ce système, et c'est normal, dans lequel, à l'arrivée, vous avez plus intérêt à rester chez vous qu'à travailler. Et, pardon, il y a des exemples de gaspillage partout. Je vais prendre un exemple très concret. Le ministère de l'Intérieur finance 1 milliard d'euros pour des associations pro-migrants et pro-clandestins.
c'est-à-dire des associations dont l'objectif affiché est de s'opposer à la politique du gouvernement de reconduite à la frontière, y compris de gens dangereux et clandestins dans notre pays. Parce que on cherche de l'argent, je demande au ministre de l'Intérieur, à Bruno Retailleau, qu'on arrête ces financements. C'est totalement schizophrène, on est Mais complètement c'est 1 fou. milliard qui finance aussi des associations comme Emmaüs, comme le Secours Populaire, qui financent l'hébergement d'urgence. Vous voulez mettre fin à ces financements? Bon, alors déjà, si tu comptes demander à Bruno Retailleau quelque chose, va falloir que tu insères l'Algérie dans le sujet. Ah bah sinon il va être perdu le pauvre. On ne va pas lui demander de faire son boulot. On voudrait pas qu'il nous fasse un AVC quand même. Ensuite, avant de nous parler d'assistanat, commence par rendre l'argent que t'as pris. Et oui, plus de 100 000 euros de dîner détournés. Rembourse-les au moins avant de l'ouvrir. C'est la base. Mais ce qui m'énerve vraiment dans ce sujet d'assistanat, c'est que depuis qu'on nous envoie les drôles de dames de Macron, François Bayrou, Laurent Wauquiez et compagnie, qui viennent sur les plateaux pour nous parler de ce sujet-là, comme par hasard sur les réseaux, on a des témoignages vraiment suspects qui sont apparus. Regardez-moi ça, c'est ce genre de vidéo, ça a fait des centaines de milliers de vues. Et dites-vous bien que c'est faux de A à Z. J'ai fait la semaine dernière une demande de pré-voiture. C'est-à-dire que pré-voiture signifie mini-crédit auprès de la CAF. Les conditions pour être éligible à ce mini-crédit, c'est-à-dire pré-CAF, il faut avoir 720 € inférieurs au quotient familial pour pouvoir être éligible. Moi, étant sans travail, touchant les RSA, ayant un enfant à charge, je suis dans les critères. J'ai fait mon dossier, donc j'ai donné tous les papiers qui devaient être fournis dedans et j'ai reçu ce matin ma demande. Combien m'ont été acceptés? M'ont été acceptés 15 000 €. J'ai eu aussi le droit de choisir mes mensualités par mois qui seront prélevées automatiquement sur mes prestations familiales. Et moi, j'ai choisi 75 €. Donc, j'ai eu un crédit, c'est-à-dire un prêt voiture de 15 000 €. Et tous les mois sont pris sur mes prestations 75 €. Oui, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Avant de venir chercher les 75 €, bien sûr, c'est ça? Non mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? La CAF, elle t'a prêté 15 000 balles et elle t'a demandé de rembourser 75 € par mois. Mais faut arrêter un peu, il est en train de nous parler d'un prêt sur 16 ans, là. À 0%, sans compter l'inflation. Peut-être qu'à Narnia, la CAF fait des prêts comme ça, mais pas dans notre réalité, hein. La CAF, si tu veux lui faire un prêt auto, elle va te faire un prêt auto de 3 000 à 4 000 € maximum. Voilà, déjà ça, ils n'iront jamais au-dessus. Et en plus, si t'es au RSA, c'est mort. Parce qu'il va falloir que tu justifies de 1, que tu n'as pas de voiture, et de 2, que tu as besoin d'un véhicule pour aller au travail. Et donc, que tu travailles. Bref, en tout cas, cet extrait est faux, et tous les témoignages qui lui ressemblent sont faux. Ils sont là pour attiser la haine. En fait, c'est simple, toi tu travailles, tu regardes cette vidéo, tu te dis quoi? Le mec, il est tranquille, il travaille pas, il prend déjà un RSA, et en plus, on lui a prêté 15 000 balles. Ça veut dire, moi je travaille, je galère avec ma Clio, et lui il va avoir une voiture qui vaut 15K. Mais c'est pas vrai, ce n'est pas vrai, une hypnose. Pour dire ça, ce gars-là a été payé, j'en mets ma main à couper. Ils essayent de vous faire croire que vivre au RSA c'est la belle vie, alors qu'en réalité, je peux vous le dire, j'ai été moi au RSA. C'est Pirates des Caraïbes, mesdames et messieurs, One Piece. Tu ne sais pas sur quelle île tu vas te réveiller le lendemain. Personne ne veut de cette vie, je vous le dis, personne. Bon, et maintenant pour terminer, je vous ai gardé un petit bonbon. David Guiraud qui va recadrer sèchement, mais avec justesse, Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes. J'aimerais vous faire part, mesdames et messieurs les députés, non pas de ma mauvaise humeur, mais de ma très mauvaise humeur. Vous avez fait part de votre, je vous cite, très mauvaise humeur. On est deux. Moi aussi, je suis de mauvaise humeur quand je vous entends sur les comptes de l'État, parce que vous parlez du déficit des comptes publics. Le bilan économique du macronisme est certes une catastrophe pour la nation. Bon, mais ce qui m'énerve considérablement, c'est que vous nous parlez du déficit public. Hier, d'ailleurs, vous étiez même sur BFM TV pour nous dire toutes les économies, tous les sacrifices que doivent faire les Français. Alors, sauf sur la fraude fiscale, le président Coquerel vous en avait parlé. Hein, vous avez dit hier qu'il n'y avait, je vous cite, rien à gratter. Je ne crois pas qu'il y ait des masses à gratter. C'est un peu étonnant parce qu'il y a quand même un rapport de la Cour des comptes dont vous êtes le président de fin 2023 qui dit, je cite, « La France ne dispose d'aucune évaluation rigoureuse de la fraude fiscale ». Donc moi, je vous demande sur quelle étude précise vous basez-vous pour dire publiquement et avec autant
de sérénité, qu'il n'y a rien à gratter sur la fraude fiscale. Enfin bref, vous parlez de beaucoup de choses, sauf quand même de l'éléphant qui est dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y a 100 milliards d'euros de la TVA, premier impôt du pays, impôt douloureux pour les Français des classes moyennes et populaires, 100 milliards qui ne vont plus dans le budget de l'État, mais dans les budgets de la sécurité sociale et des collectivités pour compenser des suppressions d'impôts et des cotisations pour les plus riches et les grandes boîtes. Le président Coquerel vous a interrogé là-dessus, vous avez répondu, je vous cite, « Je vais éviter ce qui est idéologique ». Moi, pardon, hein, vous n'êtes pas gêné hier sur BFM pour parler du fait qu'il fallait réduire le coût des transports médicaux ou de passer aux médicaments génériques. Si nous développions l'usage du générique, c'est notoirement moins coûteux. Donc sur le budget de l'État, vous pouvez dire qu'il faut, par exemple, je vous cite, mettre le paquet sur les 2 milliards de la fraude sociale. Que si on mettait le paquet sur la lutte contre les fraudes sociales, on pourrait ramener de 1,5 à 2 milliards d'euros. Mais sur les 100 milliards d'euros de TVA détournés du budget de l'État, vous avez, on dirait, plus rien à dire. Vous n'avez rien à contrôler, rien à évaluer. Il n'y a pas un abus, pas une fraude. Il n'y a pas une utilisation qui serait mauvaise ou pas très saine de l'argent public. Il n'y a rien. Rien. Vous avez fait une recommandation dans votre rapport. D'ailleurs, elle est bonne, on vous suit là-dessus. C'est la recommandation numéro 3, si je ne me trompe pas, réintégrer l'ensemble des dépenses fiscales relatives à la TVA, y compris pour les parts attribuées à d'autres administrations publiques que l'État dans le montant total des dépenses fiscales figurant dans le projet de loi de finances. Ça serait utile parce qu'effectivement, ça nous permettrait de nous rendre compte publiquement, notamment à l'ensemble des Français, des sommes qui sont en jeu, c'est-à-dire plus de 100 milliards d'euros qui sont détournés. Mais je suis désolé, quand vous dites notamment aux Français sur des chaînes publiques qu'il faut se préparer à faire des efforts, il faut aussi commencer par vos services. Ah, il est chirurgical, David Guiraud, comme d'habitude. Le problème, c'est qu'en face, on a des sourds. On va pas se le cacher, ça pue la corruption, tout ça. Ah bah c'est pas par bonté d'âme qu'il évite le sujet, le gars. Tous ceux qui ferment les yeux sur les 100 milliards de TVA qui disparaissent chaque année, c'est parce que on leur donne forcément un bout de gâteau au passage. Je veux dire, c'est évident. Pas besoin d'être Sherlock Holmes pour le comprendre, ça. Ils parlent pas, ils font rien, parce que la situation leur va très bien. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous, et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.